Salut tout le monde, troisième vidéo réaction, je pense que je vais garder ce jeu de mots et finit par me plaire. On répète les bases, vous proposez une réflexion sur des événements fictionnels et réels comparables. Et ce coup-ci on s'attaque à Snowpiercer, la série Netflix, ou le transpersonnage comme vous préférez. Alors avant toute chose, je sais, la série est pas magnifique. C'est une bonne série mais c'est pas non plus transcendant. Mais il y a quand même quelques fulgurances et notamment un moment où je me suis dit tiens, ça c'est intéressant. C'était lors de l'épisode 8 de la saison 2, l'ingénieur éternel. Un petit résumé succinct de la série avant de commencer. Au début, le temps a changé. Les climato-sceptiques connaissaient la situation et leurs mensonges nous ont condamnés. La guerre a rendu la Terre encore plus chaude. Sa glace a fondu et toutes les espèces ont disparu. Alors les hommes de science ont tenté de refroidir la Terre pour remédier aux dommages qu'ils avaient causés. Mais au lieu de cela, ils l'ont gelée jusqu'au cœur. Seul Monsieur Wilford, le grand visionnaire, avait anticipé la catastrophe et préparé une arche. Dans les derniers jours du grand gel, les gens fortunés, pour la plupart de hauts responsables, se sont réfugiés dans le transperce-neige. Le grand train devenu l'arche de survie, long de 1001 wagons. Alors nous, le peuple, les survivants, les laissés pour compte, nous avons envahi leur train. À savoir que le créateur et propriétaire du train, Monsieur Wilford, personne ne l'a vu depuis le départ du train. Il se trouve qu'il a été évincé et qu'il était dans un autre train. Ça paraît con dit comme ça, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Enfin, dans la série, ça va, ça semble assez cohérent. Bref, Layton arrive grâce à un coup d'état à renverser le gouvernement en place, celui qui avait précédemment évincé Wilford, et il devient le leader. Un leader plutôt cool d'ailleurs, attaché à la démocratie, mais qui tend un peu quand même vers l'anarchie. Je vous passe les détails, mais il arrive un moment où les deux trains se rejoignent. Et bien sûr, Monsieur Wilford cherche à récupérer le lead sur les deux trains. Et c'est là que ça devient intéressant. Wilford a compris que la seule manière de récupérer le commandement du train est de profiter de la fragilité du pouvoir en place pour le désavouer. Pour ça, il provoque une panne du train, du côté de Layton, qui oblige ce dernier à faire venir Wilford, qui est non seulement le propriétaire du train, mais également son ingénieur principal, et qu'il le connaît par cœur. Il connaît par cœur le fonctionnement du train. Wilford passe donc pour un sauveur auprès de tous les passagers et récupère le commandement sous les yeux d'un Layton désabusé. Dites-vous bien qu'à ce moment-là, il n'a pas que sauvé un train, mais le monde, vu que la totalité de la planète est gelée, et qu'il reste que ce train-là. Et personnellement, j'ai trouvé cette scène extrêmement intéressante. Layton s'est retrouvé chef par la force des choses, car il a réussi à galvaniser les siens et les pousser à la rébellion. Au fur et à mesure, il a appris à laisser de côté son empathie, et il a su prendre des décisions difficiles, dignes d'un chef. En revanche, sa méconnaissance du fonctionnement du train était un énorme point faible, que Wilford a su exploiter. Maintenant, j'aimerais transposer cette situation à la réalité. Vous avez bien compris que j'essayais d'insister sur le fait que Layton est devenu le leader du train car c'est lui qui a pris la tête de la rébellion. Et faire un coup d'état c'est bien, mais diriger et prendre soin d'un groupe de personnes, sur du long terme, c'est autre chose. Dans le monde du travail, du moins de ce que j'en connais, ce genre de situation est courante. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, avant d'arriver à la tête d'une équipe, il fallait avoir travaillé les mains dans le cambouis et prouver que l'on était capable de plus. De nos jours, il est de plus en plus fréquent, notamment dans les grandes structures, de recruter des dirigeants ayant une formation de manager et non pas une formation de technicien couplée à une expérience du travail et une montée en compétences progressives. Et malheureusement, cette situation met en difficulté l'équipe, qui se sent incomprise, et le manager, qui n'arrive pas à se faire respecter. Attention, je suis pas en train de dire que 100% des managers qui n'ont pas de connaissances techniques sont des cloches, car il faut également prendre en compte la personnalité de chacun. Certains sont capables d'assimiler beaucoup d'informations et de les comprendre rapidement. Et couplé à une certaine empathie et à une mentalité non carriériste, cela peut être bénéfique. D'autant qu'un œil neuf et innocent peut apporter des réponses auxquelles un technicien confirmé n'aurait pas pensé, car l'esprit aime rester dans sa zone de confort. Je précise que je parle de carriérisme dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire tout faire pour sa carrière quitte à dénigrer les autres. Il existe bien évidemment une version bisounours du carriérisme que je trouve saine. Si on prend l'exemple de l'armée, le gradé peut se permettre de gueuler sur ses gars et ceux-ci le respecteront toujours parce que tous savent que le mec qui leur récite l'alphabet en leur faisant faire des pompes est passé par là lui aussi. Si leur objectif est de prendre la place de leur instructeur ou de leur supérieur, le meilleur moyen est encore de prendre le même chemin, donc passer les mêmes épreuves. La logique est simple, encore faut-il y arriver. Dans le cas de Layton, le chemin emprunté est totalement différent de celui de Wilford et pourtant la destination est la même. Une fois tous les deux arrivés à cette destination, c'est le chemin emprunté, donc l'expérience et les connaissances qui jouent. Et c'est pour ça que Wilford a réussi à prendre le lead. Il avait une avance considérable sur Layton.
En deuxième exemple, je peux prendre une expérience personnelle. Il m'est très souvent arrivé de voir que les adjoints étaient plus respectés que les dirigeants, car ceux-ci ont souvent le profil du technicien qui connaît le travail, car il l'a déjà fait, mais qui était également capable de prendre plus de responsabilités. En conclusion, je dirais que lorsqu'on prend le commandement d'un groupe de personnes, que ce soit un pays, une équipe, une entreprise ou un train, il ne s'agit pas seulement d'être une bonne personne pleine de bonne volonté. Il faut aussi prendre en compte notre capacité à être utile à ce groupe, et surtout veiller à garder une certaine crédibilité aux yeux de ce groupe. Et pour ça, il faut montrer, ou en tout cas faire croire, que l'on est meilleur et que personne ne peut se passer de nous. Et c'est important parce que pour inspirer le respect, il faut être source d'inspiration. Mais même avec tout ça, c'est pas gagné.